Bonjour à tous, je vois qu'il y a déjà 66 participants qui sont connectés, donc on peut sans doute commencer, 67 maintenant, ça augmente. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'investissement à impact, webinaire qui est co-organisé par le Cercle de gestion financière du Centre français des fondations et par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Donc, je suis, moi, Pierre Valentin, membre du comité de ce webinaire. Donc, je vous parlerai, avant de vous présenter le programme de ce webinaire, essentiellement de l'histoire des fonds à impact et de la façon dont les fondations se sont intéressées finalement depuis le début à ce mouvement des fonds à impact. Et puis avant de faire ça, je voudrais quand même présenter mes activités professionnelles, en plus d'être membre du comité de pilotage du cercle de gestion financière du CFF. Je dirige une société de gestion d'actifs qui s'appelle Ecofi Investissement et dont tous les fonds sont des fonds gérés suivant un processus d'investissement socialement responsable. Donc, on reste bien dans l'esprit du sujet d'aujourd'hui. Alors, le mouvement de l'investissement à impact, c'est un mouvement qui commence à avoir un peu d'historique derrière lui. Les premières études sur le sujet, on les trouve plutôt aux États-Unis dans les années 2010. Mais en France, il y a une date importante, c'est celle de 2014-2015, où un groupe s'est réuni, un comité consultatif, en même temps d'ailleurs que d'autres comités se réunissaient dans d'autres pays du monde, pour une task force qui avait été créée par le G8 pour réfléchir à l'investissement à impact social et aux moyens de le développer. Alors, dès ce moment fondateur, le CFF était présent, puisqu'il était présent dans ce comité consultatif. Et non seulement il était présent, mais il a participé à la définition de l'investissement impact, qui est, selon le rapport du comité, un investissement qui allie explicitement retour social et retour financier sur investissement, mais qui évidemment nécessite qu'on établisse des objectifs sociaux et environnementaux prioritaires dont l'impact est mesuré. Donc, il y a une notion de mesure d'impact qui est évidemment consubstantielle à la notion même d'investissement impact. Donc, non seulement le CFF a participé à cette définition, mais dans les 5 orientations qui ont été définies par ce rapport, il y en a une qui s'intitule « Développer l'investissement au service de la mission par les fonds et fondations ». Donc, depuis le début, le FF est présent et associé, et c'est vrai aussi de la Fondation Carasso, bien sûr, qui va vous présenter son expérience dans ce domaine. Alors, quelques chiffres sur l'investissement à impact social. Un investissement qui, à l'époque où ce rapport dont je viens de parler a été établi, n'atteignait pas au total 1 milliard d'euros pour la France et qui, d'après les derniers chiffres publiés par Oui, Benoît, je te dérange allô, pas? d'après les derniers chiffres publiés par l'Impact Investment Lab, se monte aujourd'hui à 4 milliards. Alors, ce sont des chiffres à fin 2018, mais la croissance est assez forte puisque les chiffres de l'année précédente étaient à 3,6 milliards. Donc, vous voyez, une croissance d'environ 10%, 10% par an. Alors, dans ce monde des fonds à impact, il y a en gros deux catégories. Quand on parle d'investissement à impact au sens, en tout cas, de ce décompte, on parle uniquement d'investissement dans des entreprises non cotées. C'est important parce que le mot d'impact a eu tellement de succès qu'on trouve maintenant dans des fonds d'actions cotées ou d'obligations cotées une notion d'impact avec effectivement des progrès que les gérants cherchent à faire réaliser par les entreprises cotées dans lesquelles ils investissent. Et donc, sur le non coté seulement, on est à 4 milliards d'euros. Et ça se décompose en deux parties. Une partie de fonds d'investissement non cotés qui sont des fonds fermés, donc dans lesquels les investisseurs sont tenus de rester une dizaine d'années. Ils ne peuvent pas sortir. Et puis, il y a un monde important qui est celui des fonds solidaires, donc des fonds dans lesquels 10% de l'actif est constitué d'investissements à impact et des actifs liquides, en général ISR. Et donc, ça permet à un certain nombre d'investisseurs de goûter en quelque sorte à l'investissement impact sans être bloqué. Je le dis parce que je pense que pour beaucoup de fondations, ça peut être un premier pas vers l'investissement impact intéressant. Enfin, on verra avec le témoignage de la Fondation Carasso
comment cela s'est passé pour eux. Voilà, alors comment va se passer notre après-midi aujourd'hui, enfin notre webinaire en tout cas. Eh bien, Marie-Stéphane Maradex, à qui je vais passer la parole, va témoigner de l'expérience de la Fondation Daniel et Nina Carasso, en particulier dans le contexte de la publication de son premier rapport d'investissement impact. Et puis ensuite, vous aurez une table ronde sur l'alimentation durable qui réunira Guilhem Soutou, qui travaille à la Fondation Daniel et Nina Carasso, Emric Young, qui est managing partner chez Quadia, qui est un gestionnaire d'investissement, et puis Benjamin Borel, qui est cofondateur et co-gérant de Boussole, une entreprise sociale. Le débat sera animé par Gaspard Verdier. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Marie-Stéphane. Merci beaucoup Pierre, et vraiment je suis ravie d'être là avec vous toutes et tous et pour pouvoir partager finalement ce voyage de la Fondation Carasso en Impact Investing depuis 5 ans. Donc depuis 5 ans, nous avons travaillé sur ce chemin et nous souhaitions partager en toute transparence les fruits et les premiers résultats de ce voyage à travers ce rapport d'impact et à travers ce webinaire. Alors tout de suite, je vais partager mon écran si cela fonctionne. Voilà. Attendez, est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Vous le voyez bien? Je vais mettre en... Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que quelqu'un parmi les intervenants, c'est bon? Vous me donnez un petit signe? Oui. C'est bon, très bien, merci. Alors, vous expliquer, alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Carasso, en 2 mots, c'est une fondation familiale sous égide de la Fondation de France et qui travaille dans 2 grands domaines, à la fois donc l'alimentation durable, et on y reviendra tout à l'heure, et puis un axe que nous avons appelé Art citoyen. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes une fondation binationale, franco-espagnole, et nous intervenons donc dans ces 2 pays. Alors, petit chiffre indicateur, hein, depuis 10 ans, puisque nous fêtons 10 ans cette année, nous avons émis plus de 1000 subventions, donc différents types de partenaires pour à peu près 84 millions d'euros. Alors, j'aime bien dire que finalement, une fondation avec dotation, puisque nous sommes une fondation avec un patrimoine, a un double métier. Celui de la gestion de son capital, c'est-à-dire avoir une stratégie d'investissement, et celui de la gestion de ses programmes à travers sa stratégie de mécénat. Et finalement, ce que nous avons voulu avoir à la Fondation Carasso, c'est un objectif qui était de mettre en cohérence à la fois ces 2 stratégies d'investissement et de mécénat au service de notre mission sociale et surtout de notre vision pour une transformation de notre société plus écologique, inclusive et épanouissante. Alors pour ce faire, nous avons essayé de développer une approche programme finalement intégrée en activant 3 grands domaines d'intervention. Bien sûr les dons, puisque c'est notre métier dans notre stratégie de mécénat, mais également des apports non financiers, hein, que sont les accompagnements que nous pouvons financer auprès de nos porteurs de projets, les études que nous publions, les événements que nous organisons, etc., les réseaux, les partenariats, et puis les investissements à impact. Et finalement, l'objectif, c'est de pouvoir hybrider les dons et les investissements en fonction des besoins et de la maturité de nos partenaires entreprises dans une sorte de continuum, si vous voulez, entre de l'amorçage au changement d'échelle. Et nous sommes en train d'essayer, nous n'avons pas encore tout fait, de construire finalement ce continuum en essayant d'apporter soit des subventions quand il le faut, soit des investissements. Alors comment se sont passées les grandes étapes finalement de cette volonté de rentrer dans le domaine de l'impact investing? Alors, le démarrage de notre court voyage, 5 ans, c'est 2015. Alors, je suis heureuse d'apprendre que ça a correspondu à une étape majeure dans le monde global de l'impact investing, comme quoi nous étions assez raccords. Et en fait, il y a eu 2 événements importants, je dirais 3 marqueurs de cette année pour nous. Tout d'abord, nous avons récupéré en cash, si je puis dire, la totalité de notre patrimoine qui, avant 2015, était sous la forme d'actions de Danone Espagne. Ces actions ont été revendues et nous avons pu bâtir une stratégie de placement sur les marchés de cette dotation qui était à environ 470 millions d'euros. Et donc, nous avons été accompagnés par un cabinet qui s'appelait Amadis. Et dès le départ, dans le cadre de cette stratégie, bien aidée par ma gouvernance, j'ai proposé que nous
d'allouer une poche de 3% aux investissements impact, ne sachant pas trop à l'époque, et je le dis en toute honnêteté, ce qu'on peut vraiment recouvrer. Alors, j'avais quand même lu beaucoup, j'avais rencontré un certain nombre d'acteurs, en particulier en Grande-Bretagne, mais c'était un petit peu nouveau. Et l'autre événement marquant de l'année, c'était la COP21, sous les auspices desquels nous avons décidé de signer le manifeste d'Ivest Invest, c'est-à-dire dès le départ dans notre stratégie de placement, de ne pas avoir de placement dans les énergies fossiles. Alors, très vite, en 2016, nous avons recruté Gaspard Verdier, ici présent, on y reviendra, pionnier de l'impact investing, et qui nous a aidé finalement à structurer cette poche de 3%, d'abord en nous aidant à rédiger une charte des investissements pour l'intégralité de notre portefeuille, d'organiser ce comité Impact Investing ouvert au programme, et Guillaume Soutou, qui parlera tout à l'heure, fait partie de ce comité, et puis de nous aider à réaliser nos premiers investissements en Impact Investing. Et puis, une étape fondamentale de ce court parcours, c'est 2018, quand nous décidons avec Cadillac, nous avions rencontré d'ailleurs, je dirais, dans la phase préparatoire, ça fait partie des nombreux acteurs que nous avions rencontrés, de créer ensemble ce fonds dédié à l'alimentation durable sur lequel nous reviendrons à travers la table ronde. Et puis, je dirais que 2019, nouvelle étape, vous voyez, les choses vont tout de même assez vite, nouvelle stratégie de la Fondation globale, de la Fondation dans son ensemble, et c'est là compris, 2019-2023, et là, nous fixons un cap beaucoup plus ambitieux, avec 15% d'investissement à impact, selon une répartition sur laquelle je vais revenir, et des ambitions sur la globalité du portefeuille, puisque nous avions l'ambition également d'avoir, en plus des 15% d'investissement à impact, 70% relevant des investissements socialement responsables. Donc, en 2020, on y reviendra, nous avons investi dans 9 entreprises à travers le fonds managé par Cadia. Nous avons fait un nouvel investissement sur notre poche durable et nous avons ouvert les vannes, si vous voulez, sur l'Espagne, qui est maintenant le nouveau champ sur lequel nous voulons investir. Alors, comment se présente ce portefeuille au jour d'aujourd'hui? Comme je vous le disais, dans notre stratégie, nouvelle stratégie 2019-2023, nous avons voulu avoir cet objectif donc, de 15% d'investissement à impact que nous avons réparti en 3 poches. 3 poches dont je vous le dis tout de suite avec une certaine porosité. Ça a été des choix comme ça, mais je pense que certains actifs pourraient très bien passer d'une poche à l'autre. Dans ces 3 poches, d'abord une poche que nous avons qualifiée de durable, c'est-à-dire plutôt des investissements qui vont concourir à la lutte contre le changement climatique, d'autant plus qu'en signant d'Ivest Invest, nous sommes engagés à investir au moins 5% de notre portefeuille sur ce type de solution. Et donc, nous avons cette poche durable donc, que nous visons à 6% d'ici 2023. Et vous avez ici déjà quelques prises de participation dans lesquelles nous sommes, qui relèvent à la fois de fonds de private equity qui décident d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions innovantes dans cet objectif de durabilité. Donc, Alter Equity, qui est un des fonds de private equity un peu pionnier sur cette question-là. Plus récemment, le fonds Pharma et Impact dédié donc, à la problématique de l'environnement, mais aussi des fonds dits infrastructures sur des thématiques comme les énergies renouvelables. Ensuite, une poche que nous avons qualifiée de MRI pour Mission Related Investment, c'est-à-dire des investissements qui sont en lien globalement avec notre mission, je dirais presque philanthropique, c'est-à-dire des questions relatives à l'inclusion et surtout des domaines relatifs plus finement par rapport à nos domaines d'activité, en particulier l'alimentation durable. Mais cette poche MRI doit d'abord nous apporter de la rentabilité financière et ensuite de l'impact. Typiquement, nous avons par exemple un fonds dédié à l'aquaculture durable, donc très en lien avec notre théorie de changement sur les questions d'alimentation durable, mais qui a des performances attendues à la hauteur de n'importe quel autre fonds de private equity. Et on retrouvera le fonds Régénéraux porté par Cadia sur l'économie régénératrice, ou alors un fonds un fonds hémisphère qui s'occupe de logement pour des personnes sans domicile fixe. Et puis la poche PRI, qui est la poche la plus pure, on peut dire, en matière d'impact, qui est la poche où l'impact prime sur la rentabilité financière, sachant qu'on a à peu près mis le marqueur, si vous voulez, de rentabilité à 3%. C'est-à-dire tout ce qui est plus de 3%, on le mettra plutôt dans la poche MRI, et en dessous de 3%,
dans la poche PRI. Et là, nous retrouvons notre premier investissement qui était Fitrust, hein, vous savez, qui se font pionniers en matière d'impact investing. Et puis Arte, qui est une prise de participation directe dans une entreprise, hein, la plateforme éducative d'Arte. Et puis le fonds Cadia, bien entendu, dont nous reparlons. Donc voilà un peu la présentation de ce portefeuille à impact qui s'inscrit dans une stratégie globale de notre portefeuille, encore une fois, avec une allocation cible de 70% d'investissement socialement responsable, que d'ailleurs nous avons déjà dépassé, mais sachant que le portefeuille d'impact n'est pas totalement déployé. Alors, bien entendu, quand on parle d'impact, il y a aussi la question des ODD. Alors, nous avons souhaité raccrocher l'intégralité de notre stratégie, bien entendu, à la lecture des ODD, qui sont ce langage commun propre à toutes les organisations. Et nous avons fait le choix, c'est un choix propre à la Fondation, de fixer objectifs prioritaires parmi ces 17 ODD, et nous avons screené l'intégralité de nos participations à l'aune de ces 9 ODD que nous avons scindés en 2 grandes catégories, une catégorie plutôt environnementale et une catégorie plutôt sociale. Et vous voyez quelques exemples de fonds et de la manière dont ils s'inscrivent dans ces ODD. Mais à côté de cela, chaque fonds, bien entendu, a ses propres grilles d'impact et son propre reporting d'impact, et nous en donnons quelques éléments assez détaillés dans le rapport. Alors, quelle est la prochaine étape 2021? La prochaine étape, les 3 enjeux pour l'année 2021, d'une part, diversifier une pipeline de nos opportunités sur nos 3 poches, à la fois en France et en Espagne, grâce à ce comité de sourcing que nous venons de mettre en place avec des gens experts en la matière en Espagne. La deuxième, c'est de renforcer l'exigence de notre poche durable. Vous le savez, nous avons signé, bien entendu, la coalition des fondations françaises pour le climat. Nous sommes très investis dans cette coalition et nous nous posons beaucoup de questions sur la manière dont réellement activer le levier de l'investissement au service de cette transformation de la manière la plus efficace possible sur ces questions environnementales, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de débats, par exemple, sur les énergies renouvelables, par exemple, sur la place du photovoltaïque, etc. Donc, nous allons continuer un petit peu à travailler cette question et je compte beaucoup sur la coalition pour nous aider dans cette question. Et puis, le dernier, c'est de continuer je l'ai dit, ce continuum dans le développement et la maturité des projets sur la question de l'amorçage. Parce que nous sommes en capacité d'investir, puisque c'était aussi, j'ai oublié de préciser, des motivations de ces investissements à impact, c'était véritablement, encore une fois, cette hybridation sur des oui, je dépasse mon temps. Je fais ça. Voilà. Cette hybridation. Et du coup, il nous manque le maillon de l'amorçage qui nous permettra réellement d'aider avec une prise de risque, c'est vrai, importante, des entreprises de l'ESS dès le début de leur changement de modèle, par exemple, s'ils sont issus de notre portefeuille, on va dire, de projets aidés par la subvention. Et alors, pour finir, voilà, issu de ce portefeuille de programme Related Investment, nous avons le fameux fonds FDNC CFS donc, qui a été créé avec Cadia. Donc, je ne vais certainement pas déflorer et je vais passer la parole à Gaspard Verdier qui va animer cette table ronde. Donc, Gaspard Verdier, qui est le fondateur de Simandef et qui est véritablement un des pionniers de l'impact investing en France. Il a beaucoup œuvré sur cette question. Pierre Valentin le rappelait en participant à un certain nombre de groupes de travail, en aidant le Centre français des fondations sur ce chemin également. Il a organisé des voyages d'études demeurés célèbres, j'ose le dire, en particulier en Grande-Bretagne, en emmenant un wagon de fondations françaises pour découvrir cet univers. Donc, c'est la personne qui nous a accompagnés depuis les débuts et il était tout à fait légitime qu'il anime cette table ronde. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à toi, Marie-Stéphane. Et donc, effectivement, Gaspard Verdier, fondateur de Simandef, je suis ravi de prendre ce rôle d'animateur de cette table ronde aujourd'hui. Et donc, on va s'attacher à un point spécifique de la stratégie de la fondation que Marie-Stéphane vous a présenté, et qui est ce fameux fonds dédié sur l'alimentation durable avec ce gestionnaire d'origine suisse dédié à l'impact qui s'appelle Quadia. Pierre Valentin a brièvement présenté les intervenants. Pour que tout le monde comprenne bien, effectivement, on a essayé de réunir les principales parties prenantes en fait, à la création de ce fonds, puisque Guilhem Soutou est responsable de l'axe alimentation durable, donc il est, entre guillemets, avec Marie-Stéphane,
le donneur d'ordre et le vecteur, je dirais, de la création de cette opportunité d'investir au service d'acteurs de la transition alimentaire et de l'ESS. On a Benjamin Borel qui est donc cofondateur et co-gérant de Boussole et qui, lui, donc, est bénéficiaire d'un investissement de la Fondation, qui est Boussole est par ailleurs une structure connue de longue date de la Fondation, et Guilhem tous les deux pourront parler d'ailleurs de la relation et comment la relation a pu évoluer aussi du mécénat jusqu'à l'investissement et avec encore du mécénat dans le cadre du Covid. Et puis Emric Young, qui est un des managing partners de Quadia et qui donc dirige cette société suisse dédiée à l'impact et qui, elle aussi, a été tout à fait pionnière dans sa gestion de l'impact, qui articule avec beaucoup d'ambition le management de l'impact, et on attend beaucoup de lui qui nous dévoile ce sujet, en fait, puisqu'effectivement, quand on dit fonds à impact, tout de suite, on a envie de savoir ce qui se passe derrière l'écran. Merci à tous. On va commencer donc pour un point de logistique. Vous pouvez dès à présent proposer vos questions. On a une équipe avec Marion Guével de la Fondation, Chloé Gerster et Laure Hecht du Centre français des fondations qui recueillent vos questions et qui les passeront donc en fin de table ronde aux différents intervenants. Premier temps de cette table ronde, je voulais demander à Guilhem et ensuite à Benjamin de nous parler des besoins en fait, qui avaient été identifiés et comment cette offre de capital de la Fondation a rencontré la demande des entrepreneurs sociaux de la transition. Guilhem, peut-être tu peux nous dire comment, avec Marie-Stéphane, vous avez développé cet outil. Visiblement, en tant que distributeur de subventions et programme manager, tu n'avais peut-être pas assez à faire en fait avec les subventions. Vous avez voulu vous lancer dans de l'investissement. Ouais, merci Gaspard, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, le rôle historique de la Fondation Carasso, en tout cas tel qu'il était ressenti par toute l'équipe, c'était vraiment un rôle centré sur la distribution de fonds sous forme de subventions. Donc c'est vrai qu'avec l'équipe alimentation durable, on est 6 personnes réparties en France et en Espagne, on a assuré pendant de nombreuses années l'élaboration de stratégies. Donc on était en veille sur les besoins de la société, sur les opportunités de financement en subvention. Donc, on est en interaction, on va dire, quotidienne avec des acteurs qui bénéficient du mécénat, qui sont éligibles à nos subventions, c'est essentiellement la société civile, le milieu de la recherche notamment. Et donc, on est appuyé par des experts de tout horizon, qu'ils soient scientifiques, académiques ou de terrain, pour élaborer ces stratégies, rester en veille et donc attribuer des financements sous forme d'appel à projet ou en relation directe avec certains porteurs de projets. Ces financements, nous, on conçoit notre mission comme une mission d'exploration pour chercher finalement des solutions qui permettent un accès universel à une alimentation durable, à une alimentation saine pour les personnes, pour les mangeurs et pour la planète. Et donc, dans notre parcours de distributeur de fonds, on a petit à petit structuré des outils pour accompagner nos structures. Alors, on a commencé à faire de la mise en réseau et on a mis en place des canaux de diffusion, de communication pour les rendre visibles les solutions qu'on concourait à faire émerger. Puis, on s'est heurté à un constat assez rapidement. Déjà, le premier constat, c'est qu'on est face à une baisse, on va dire, structurelle, continue, des subventions publiques qui mettaient la plupart de nos partenaires en difficulté chronique, on va dire, avec du coup une stratégie de développement d'activités d'autofinancement. Et donc, plusieurs de nos partenaires ont pris des trajectoires de développement qui les amenaient à développer des activités marchandes dans le domaine entrepreneurial, donc souvent dans l'ESS, mais pas forcément toujours le cas. Donc, on a, et la Fondation, via son volet subvention, ne pouvait pas accompagner des structures qui abordaient cet univers marchand, puisque nous sommes tenus à distribuer des subventions pour des projets d'intérêt général, et donc qui n'entrent pas dans ce champ d'activité marchand. Donc, on a fait face à ce premier problème,
si je puis dire, qui était l'impossibilité statutaire de pouvoir accompagner ces structures qui développaient des modèles qui, pour nous, sont très vertueux puisqu'ils participent à leur résilience à long terme et qui permettent donc d'assurer leur pérennité financière. Et puis, le dernier enjeu, c'était évidemment celui du changement d'échelle des initiatives de l'ESS, qui très souvent nécessitaient aussi des appuis qui impliquaient de l'investissement. Donc, c'est sur la base de ce constat, finalement, qu'on a décidé de continuer à étoffer notre palette d'outils et de développer une palette liée à l'investissement impact. Merci Guilhem, merci pour ce constat et le besoin identifié. Du point de vue d'un chargé de programme, comment tu vois cette fondation investisseur en fait? Quel rôle et quelles attentes? Alors nous, en tant que chargé de programme, donc le cœur de notre mission, le cœur de la mission de la fondation, c'est évidemment sa mission, concourir à une alimentation durable. Donc on situe la mission de l'investissement dans le champ de l'intérêt général. Pour nous, c'est une participation à l'intérêt général, c'est fondamental. Et on réfléchit nos investissements et le rôle d'investisseur dans ce cadre-là. Donc on a une théorie du changement qui implique les entreprises. Pour nous, l'alimentation durable demain implique que le secteur marchand, agricole, agroalimentaire, distribution alimentaire, etc., changent leurs pratiques. Et donc, en tant qu'investisseur, notre premier rôle, c'est d'expérimenter, au même titre qu'on expérimente via de la subvention sur des champs peut-être de la recherche ou autre. On va expérimenter des innovations en termes de modèle économique, en termes de solutions. Alors, Boussole est un très bon exemple et Benjamin développera, mais je prends l'exemple de Poolhouse, par exemple, qu'on verra tout à l'heure. On teste finalement des nouveaux business models avec une prise de risque importante. Et donc, ça nécessite pour nous une posture on va dire, de vision long terme et d'investissement à long terme pour amener une entreprise qui apporte une solution de rupture, qui d'après nous, l'intérêt général, à déjà développer sa R&D, à essuyer peut-être les plâtres d'un début de développement pour s'installer dans le paysage et ouvrir des perspectives donc de rentabilité et donc de pérennité. Dans ce processus, évidemment, nous, on est dans une posture bienveillante, d'accompagnement, on s'adapte à chaque cas particulier. Et cette posture, évidemment, reste identique dans le cadre de l'investissement, puisqu'on ne fait pas de distinction majeure entre nos bénéficiaires d'investissement et de subventions. Notre rôle, évidemment, c'est, en tant que gestionnaire de programme, de replacer l'impact attendu dans le cadre de cette théorie de changement et d'essayer de l'évaluer, de l'appréhender, ce qui explique aussi pourquoi, comme disait Marie-Stéphane tout à l'heure, on attend des rendements de l'ordre de 3% et non pas du 10%, parce que pour nous, il y a un impact, il y a un rendement non financier en fait. On pourrait l'expliciter comme ça, qu'on doit mesurer et valoriser. Et en dernier… Excuse-moi, vas-y. Non, mais en dernier point, pour nous, le rôle également en tant qu'investisseur, c'est de défricher l'impact investing. C'est-à-dire qu'on est là pour… nous, on explore ce domaine. On essaie de communiquer ensuite aux autres investisseurs, comme par exemple, on le fait aujourd'hui, pour leur montrer ce qu'on a pu pratiquer. Et on essaie de structurer le secteur en développant des outils, en participant à des groupes de réflexion entre fondations qui pratiquent l'impact investing. Donc voilà, pour que des personnes qui veuillent qui veuillent pratiquer l'impact investing trouvent des outils, des chemins, des inspirations. Merci Guilhem. Voilà une bonne définition de cette offre de capital patient philanthropique. Je vais non pas me tourner parce qu'on n'est pas dans une table ronde classique, mais appeler Benjamin, qui est donc le cofondateur de Boussole et bénéficiaire d'un investissement de la Fondation, pour nous parler de l'autre pan de cet univers, c'est-à-dire la demande en fait. Finalement, Guilhem fait cette offre de capital philanthropique. Benjamin, si vous pouvez nous présenter brièvement Boussole et nous dire finalement si cette offre correspond à votre demande et vos attentes et comment vous l'utilisez, si
si on le comprend bien, au service justement du changement d'échelle des acteurs de la transition que tout le monde appelle de ses voeux. Bonjour à tous. Boussole, en fait, c'est l'acronyme, enfin la contraction pardon, de Boulangerie Solidaire. On s'est créé en 2013 sur le projet initial de l'association Pain et Partage. Et notre vocation, c'est de créer des boulangeries produisant un pain bio, local et solidaire à destination de la restauration collective. Donc pour nous, la cible, c'est effectivement tout ce qui est restauration. Enfin, c'est qu'une logique de lien client en B2B avec une cible à la fois scolaire, qui est l'élément le plus important chez nous en termes de clientèle, donc de la crèche jusqu'à l'université, tout le segment entreprise, tout le segment médico-social qui est un très fort levier de croissance actuellement, et tout le secteur caritatif. La spécificité qu'on peut avoir, c'est que quand on a créé avec Samuel Boussole, l'enjeu, c'était vraiment de se positionner sur un produit de qualité pour la restauration collective et de faire en sorte qu'on apporte un pain de qualité artisanale à destination de ces opérateurs-là, pour faire en sorte qu'on casse un peu le paradigme du pain qui est donné, qui n'est pas bon, qui n'est pas cher, mais qui au final est jeté, pour avoir un pain qui soit un pain apprécié, qui mette en valeur le reste de la restauration du midi, et surtout qu'il soit consommé et non plus jeté. Donc un vrai positionnement qualitatif sur ces dimensions anti-gaspillage et qualité et satisfaction du client. Aujourd'hui, on a créé cette logique de production, avec, pour le coup, avoir aussi une logique d'approvisionnement en circuit court et de structuration et de développement des écosystèmes blé farine pain sur nos différents territoires d'implantation. C'était pour nous important pour justement avoir cette dimension qualitative, d'avoir cette implantation et cette dynamique circuit court, pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible et qu'on travaille sur la qualité de la céréale et qu'on ne travaille pas avec des auxiliaires technologiques dans notre production de pain. Et le dernier élément qui était important pour nous, c'était de pouvoir faire en sorte qu'on soit un vecteur d'inclusion sociale et qu'on puisse salarier des personnes en situation d'exclusion du monde du travail pour produire ce pain-là. Parce que ça fait partie de notre ADN et que surtout, on est sur une filière d'activité qui est en tension, la boulangerie, sur notamment les premiers niveaux de compétences, et qui a besoin de pouvoir proposer aux professionnels de la boulangerie dans leur grande diversité des personnes qui disposent de premiers niveaux de compétences. Donc ça, c'était les éléments initiaux sur lesquels on a créé Boussole. On a, à travers ça, modélisé le concept de boulangerie solidaire, avec une première création à Montpellier qu'on dirige en direct, et puis 2 créations qu'on a faites sur Lyon et Marseille, une deuxième à Marseille, dans le cadre de structures coopératives avec un enjeu capitalistique important. Et on a accompagné par la suite en 2017 et 2018, 2016 et 2018, des porteurs sur Calais et sur Bordeaux pour pouvoir installer des boulangeries solidaires sur ces différents territoires. Pour nous, le lien avec Carasso s'est fait au démarrage de notre et en parallèle même avec Quadia, parce que ça s'est fait de façon relativement simultanée. Avec la fondation, c'est fait dès lors qu'on est parti sur nos premières créations sur Montpellier et puis Marseille et Lyon, où on a eu un soutien de la part de la fondation sur un programme de mémoire qui s'est allé sur 2 ans, 3 ans, et qui nous a permis de pouvoir investir dans la création de ces boulangeries. Donc en gros, on a fait preuve du modèle, ou en tout cas, ça nous a permis de pouvoir mettre en place cette dynamique. Et puis, je me retrouve bien dans les termes qu'évoquait Guillaume. Effectivement, sur essuyer les plâtres, on s'est pris effectivement quelques murs, et ce soutien-là nous a permis de pouvoir je dirais essayer et puis apprendre de nos erreurs pour pouvoir corriger le modèle. On était en lien de façon antérieure avec Emeric et avec Quadia.
qui nous avait accompagnés sur une première montée en SMH de notre structure. Et quand le fonds a été créé, ça a correspondu pour nous à une période charnière dans notre existence. Et ça s'est arrivé, je dirais, de façon toute naturelle, effectivement, que le soutien ne se fasse plus sur une logique de subvention, mais d'investissement, parce que le lien qu'on a avec la fondation est un lien plus partenarial et qui s'inscrit dans le long terme, et l'apport financier qu'on a pu avoir s'inscrit clairement dans cette dynamique. Merci, parce qu'effectivement, souvent, ou en tout cas dans le démarrage du secteur, on se tournait beaucoup vers les fondations en se disant, mais finalement, ils donnent l'argent, donc c'est bien qu'ils l'investissent, mais finalement, si tout se passe mal, ça revient à faire un don. Donc il y a bien cette logique en fait, d'évolution et d'adapter les financements aux enjeux spécifiques des structures financées. Et, je souligne, il y a un beau portrait de Boussole en page 39 du rapport, effectivement le caractère tout à fait vertueux de la solution, puisque là on est dans des modèles effectivement qui adressent bien sûr la transition agricole et alimentaire, mais avec un volet social et solidaire très très important en fait d'insertion. Donc des choses probablement assez complexes à mettre en œuvre et à développer. Bravo. Aymeric, c'est toi que j'appelle désormais. Et alors, comment un gérant prudent suisse de surcroît intervient dans cette relation en fait où Guilhem nous a dit qu'il est presque prêt à tout risquer, donc un risque tout de l'investissement, et puis Benjamin qui est en recherche, en construction de son modèle. Parle-nous de Quadia et de la façon dont vous voyez l'offre et la demande se rencontrer. Puis ensuite, on rentrera dans les détails du fonds dédié que vous gérez pour la Fondation. Bien, merci Gaspard. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que là, Benjamin a très bien illustré justement la rencontre d'acteurs qui peuvent travailler ensemble. Et pour ceux qui, comme quoi, ne croient pas au hasard, je crois que justement cette rencontre et le financement de Boussole est un très bon exemple, parce que sortie de la philanthropie, Boussole est une entreprise qui est, je vais vous dire avec mon mauvais anglais, qui est for profit. Et là, justement, avec l'Impact Investing, on s'aperçoit qu'on peut être for profit et for purpose en même temps. Et c'est ça qui est assez intéressant avec l'Impact Investing. Après, pour revenir à ta question sur comment la finance, l'investissement et les entreprises se rencontrent, justement, c'est assez intéressant de voir que ça fait peu de temps qu'on comprend que ces trois acteurs, finance, investissement et entreprise, peuvent être considérés comme étant des parties prenantes pour résoudre des problèmes environnementaux ou sociaux. C'était même plutôt l'inverse, puisque la finance en 2008, si vous vous en souvenez, était montrée comme le problème. Et avant les entreprises de l'ESS ou les entreprises à mission, les statuts d'une société, le code juridique, c'était bien la maximisation financière qui prédominait dans leurs objectifs. Et maintenant, heureusement, on l'a rappelé en introduction, désormais, il est bien établi que des entreprises peuvent, et j'ai même envie de dire maintenant, doivent proposer des solutions face au changement climatique, à la perte de la biodiversité, au gaspillage ou à la pollution. Donc, pour Quadia, oui, on est aussi un pionnier de l'impact investing. Depuis 2010, Quadia a investi un peu plus de 220 millions d'euros dans une trentaine d'entreprises. Et la question pour la Fondation Carasso, donc face aux enjeux de la transition alimentaire, nous pensons bien que ce sont des PME agiles et innovantes, porteuses de produits et de services comme solutions, qui vont devenir des acteurs d'une nouvelle économie qu'on appelle l'économie régénératrice, et qui est donc une économie non destructrice, c'est-à-dire consciente des limites de notre planète. Nous avons donc développé notre capacité à investir, accompagner et rendre compte de la création d'un impact positif dans ces entreprises, et justement des entreprises qui sont capables de transformer leur chaîne de valeur et qui peuvent s'avérer parfois même disruptives de cette chaîne de valeur. Après, par rapport aux fondations, c'est absolument vrai qu'elles ont un rôle primordial à jouer, car elles ont, du fait de leur action, de leur mission, une connaissance très fine des problématiques et des solutions. Elles comprennent l'enjeu de la mesure d'impact,
Et ce sont bien des fondations qui peuvent être créatrices d'impact positif et je dirais aussi d'impact qualitatif. Elles ne se contentent pas, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, finalement, parfois des multinationales qui vont se contenter de réduire des externalités négatives et de montrer juste un impact quantitatif. Et c'est là où, avec Quadia, on a une différenciation, c'est qu'on a mis une méthodologie en place pour faire de la gestion d'impact et pas juste de la mesure d'impact qui donnerait des indicateurs qui sont satisfaisants à voir, mais établir une feuille de route et une gestion de l'impact pour démultiplier le potentiel de chaque investissement. Alors, quand on met donc, cette offre et cette demande ensemble, tu le sais bien, Gaspard, parce que c'est grâce à toi qu'on a travaillé avec la Fondation Carasso sur cette idée, comment on fait pour aligner la mission de la Fondation avec des critères d'investissement. Et je pense que justement, on arrive entre investisseurs, entreprises et fondations à réconcilier le court terme avec le long terme. Et c'est bien là aussi une des notions ou une des missions de l'impact investing, parce que réconcilier le court terme et le long terme, et la crise aujourd'hui du Covid ou même différentes crises financières ou économiques le montrent, ce ne sont, je crois, absolument plus que les politiques savent faire et de moins en moins les marchés financiers qui ont trop souvent une vision à court terme déconnectée des besoins de l'économie réelle. Et donc, c'est bien ces petites et moyennes entreprises qu'on peut proposer au portefeuille d'investissement d'une fondation, qui sont parfois moins établies que des plus grandes sociétés, mais dont on attend des réponses aux besoins des consommateurs, de l'innovation, et donc elles peuvent vraiment être plus résilientes aux crises que nous voyons actuellement et que nous risquons de vivre prochainement. Et puis, enfin, pour conclure sur cette notion d'apporter du capital lorsqu'on est une fondation et avec l'impact investing, on voit bien que dans des tours de table, très souvent, des entreprises nous font de la place, ou font appel à nous, Quadia, avec le fonds de la fondation, même si c'est une partie qui est peut-être plus faible que d'autres investisseurs dans le tour de table, parce qu'elles comprennent bien que on va, plus qu'un fonds classique, réussir à les accompagner et être un investisseur à long terme, ou en tout cas être un investisseur qui leur permette de déployer tout leur potentiel. Merci, on ne donnera pas de nom, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant de voir des fois des grands fonds de la place finalement se faire doubler par le petit fonds dédié de la fondation qui est perçu par les entrepreneurs comme un vrai partenaire stratégique. On va passer maintenant à l'analyse un peu de ce fonds et parler un peu plus en détail des investissements réalisés. J'ai vu déjà quelques questions sur les rendements, etc., dont on aura l'occasion de reparler. Guilhem, est-ce que tu veux très très rapidement repréciser le cadre en fait qui a été donné à Quadia pour monter ce fonds dédié sur l'alimentation durable. Et ensuite, je demanderai à Aymeric de nous donner quelques éléments sur le fonds. Vous avez beaucoup de choses qui sont décrites, elles étaient décrites par Marie-Stéphane dans ses slides et aussi en page 31 du rapport sur ce fonds dédié. Guilhem, très rapidement. Donc, évidemment, c'est un fonds dont la mission est de concourir à la mission de la Fondation, c'est-à-dire contribuer à un accès universel à une alimentation saine, de qualité pour les personnes et respectueuse des écosystèmes. Donc ça, c'est fondamental et c'est pas qu'une posture, ça se traduit très concrètement dans des critères qu'on va élaborer avec Quadia et qui vont permettre d'analyser et de suivre nos investissements. Donc Quadia, ce n'est pas un prestataire, hein, c'est un partenaire avec lequel on partage les décisions, les responsabilités, etc. Donc, Quadia a pour mission de représenter la Fondation dans les différentes discussions qui précèdent les investissements et ensuite au sein des entreprises, et qui représentent la posture de la Fondation, ses objectifs. Et ensuite, nous, on juxtapose des compétences, c'est-à-dire que autant la Fondation Carasso a une forte expertise sur les enjeux, on va dire que les solutions, le paysage et la manière dont une entreprise peut répondre ou non à un enjeu de l'alimentation durable.
c'est une culture que Quadia a également, mais où nous, on va plutôt leur demander une analyse financière de l'entreprise, donc une analyse qui utilise des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. L'analyse financière d'entreprise, c'est une pratique qu'on ne pratique pas à la Fondation Carasso, même si ça ressemble un petit peu à l'analyse qu'on peut faire des associations, par exemple. Et donc ensuite, c'est Quadia qui assure le suivi, la gestion de l'impact et le suivi des entreprises pour la Fondation. Merci Guilhem. Donc comment vous traduisez ces attentes et donne-nous quelques éléments sur ce qu'est ce fonds aujourd'hui. Donc des éléments. Alors ce fonds, donc c'est un fonds qui investit directement dans des entreprises, comme on a pu investir dans Boussole. On est sur des enveloppes budgétaires entre 100 et 500 000 euros. Je vais laisser Aymeric le développer. Je ne sais pas trop si la question m'est adressée ou pas à Gaspard. C'était pas très explicite. Tu peux me passer donner quelques éléments. Aymeric, effectivement, si tu peux nous décrire un peu le portefeuille et surtout, je crois qu'on commence à dépasser le temps. Donc, passer juste un tout petit peu de temps sur cette notion de management d'impact, puisque je pense que pour l'auditoire, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment on articule cet enjeu de fonds à impact et de management d'impact plus que de mesures. Alors, dans le fonctionnement du fonds, et puis n'hésite pas à m'interrompre si je suis trop long pour qu'on ait du temps pour les questions, justement. Mais ça veut dire quoi? C'est une rencontre avec la Fondation et avant, on a donc mis en place un cahier des charges qui est alimentation durable, France-Espagne, des entreprises post-revenus. Et puis, ce qui est très important, donc un support en capital ou et en dette. Et ce qui est très important dans ce portefeuille, c'est de voir comment on fait un mix des entreprises qui sont déjà bien établies, avec des revenus confortables, pour faire de la place aussi à des entreprises, sans que ce soit de l'amorçage, mais des entreprises peut-être un petit peu plus innovantes dans leur développement, des entreprises de l'ESS, pour avoir un bon équilibre dans les attentes de rendement de ces, je dirais presque deux poches de portefeuille, capital et dette, entreprises matures et un peu plus dans l'ESS ou un peu plus innovantes. Voilà, c'est ça. Juste un point, c'est qu'effectivement, quand on dit 3%, ça veut dire qu'il y en aura sur lesquels on attendra plus et d'autres, effectivement, où, comme le dit Guilhem, on est sur une prise de risque beaucoup plus avérée. Et tout le travail de Quadia, c'est de créer cet équilibre en fait, au sein du portefeuille avec, je souhaitais le noter quand même, une très forte exposition à l'économie sociale et solidaire, puisque à fin 2019, ça représentait 38% des investissements du fonds. Vas-y, Aymeric, pardon. Pour justement travailler dans ce cadre-là, c'est ensuite Guilhem expliquait qu'on regardait l'aspect financier, mais c'est un double aspect qu'on regarde pour chaque entreprise, c'est-à-dire que le projet passe sur un filtrage qu'on a prédéfini avec la Fondation dans le cahier des charges, qui sont sur 6 critères financiers et 6 critères d'impact. Et en fait, c'est ce filtrage qui va nous permettre de regarder si l'entreprise est éligible à une analyse plus approfondie. Il y a un premier comité d'investissement où on analyse ce filtrage et ensuite, si le filtrage est positif, un due diligence et une analyse, un mémo d'investissement plus concret pour l'entreprise. Alors, ce filtrage, bien sûr, d'un point de vue financier, c'est la taille, la maturité, la valorisation de l'entreprise, son potentiel de croissance, son potentiel de diversification et de cohérence quand elle va rentrer dans le portefeuille. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est le filtrage de l'impact, puisque Quadia, par définition, c'est établi dans l'économie régénératrice. C'est la structure d'analyse de la création d'impact, donc un impact positif et qualitatif. Et là où on s'est retrouvé avec la Fondation Carasso, c'est que les bases de l'économie régénératrice, c'est comment pouvoir introduire du local, du circulaire, du fonctionnel, du collaboratif et être bio-inspiré. Et la Fondation Carasso, avec d'autres fondations, appartient au regroupement, le GAF, le Global Alliance for the Future of Food. Et si vous voulez, il y a 6 principes qui sont expliqués dans le rapport, page 33, que sont la régénérescence, la diversité, la résilience, la santé et le bien-être, l'équité et l'interconnexion. Et en fait, donc, on a, à partir de ces 6 principes qui sont très proches des 4 éléments de l'économie régénératrice dont je viens de vous parler, on a établi donc 6 objectifs d'impact qui sont donc améliorer l'utilisation des ressources naturelles, régénérer la biodiversité et respecter le vivant, favoriser la production et la consommation circulaire,
promouvoir des produits alimentaires sains accessibles à tous, promouvoir des chaînes de valeur équitables et soutenir les communautés locales. Donc, ce qui est très important quand on met en place ces objectifs d'impact, avec à chaque fois entre 3 et 4 indicateurs par objectif, c'est la progression, c'est la feuille de route qu'on va co-construire avec l'entreprise. On n'arrive pas pour cocher une case et dire qu'elle répond plus ou moins bien à cet objectif. On fait l'analyse à t égale 0 de son positionnement sur ces objectifs et comment elle peut progresser. Et ce qui est extrêmement, je pense, innovant et collaboratif et bénéfique pour l'entreprise comme pour l'investisseur, c'est que c'est en fait assez transversal. Si on prend l'exemple de la nourriture, une entreprise qui est extrêmement consciente de la santé des sols, des ressources naturelles qu'elle va utiliser pour produire, peut-être qu'elle n'a pas de notion sur l'économie circulaire ou sur le plastique ou le gaspillage des emballages ou de comment elle va après transporter ses biens et ses services. Et c'est là où donc la gestion de l'impact holistique permet à des entreprises de regarder les autres critères, les autres objectifs qui ne sont pas peut-être naturels pour elles. Et c'est, je crois, ce qui est extrêmement innovant dans ce fonds. Après, ce qui est également innovant dans ce fonds, c'est comment on va réussir à expliquer que par rapport à la fondation, par rapport à Quadia, comment on a des convictions partagées et les entreprises vont pouvoir travailler ensemble. Leur faire bénéficier de l'écosystème et de l'expertise de la fondation, mais même entre entreprises du portefeuille, comment elles peuvent coopérer. Des approches tout à fait vertueuses. Je vais demander à Benjamin de réagir et de dire un mot de conclusion le concernant sur ce volet management de l'impact en fait et de la relation avec Quadia sur cet apport qu'apporte Quadia sur la gestion de l'impact. Un petit mot et une conclusion de la part de Benjamin. Si on a le temps avant les questions, je donnerai brièvement 2 exemples du portefeuille si tu le souhaites. Je propose qu'on le fasse après. On a quelques questions qui viennent et puis on est un petit peu en retard. Donc, on va terminer ça et puis on complétera si on a une opportunité d'avancer un peu plus. Mais sinon, les entreprises sont assez bien décrites aussi dans le rapport. Benjamin, le management d'impact par Quadia. Oui, ben, c'est à la fois rassurant de cette logique de filtre et cette critérisation. Et ce qui est important, en tout cas, dans la logique, comme le soulignait Aymeric, c'est pas tant cocher des cases, c'est vraiment la dynamique et la dynamique de changement. Alors parfois, ça peut être un peu je ne veux pas dire irritant, non, mais irritant est trop fort, mais parfois cette logique effectivement d'améliorer les critères est effectivement quelque chose qui est important. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir tout faire. Mais c'est vrai que ça permet, en tout cas, le retour sur tout le temps, ce contrat en fait avec le fonds est important parce que ça remet sur le tapis la logique que la dynamique n'est pas que la consolidation et le développement de notre chiffre, mais aussi l'amélioration des autres indicateurs et des autres critères de performance. Et j'en veux pour preuve dans les échanges qu'on a avec Aymeric, effectivement, on sait et on a cette ambition depuis des années, depuis qu'on se connaît en tout cas, de pouvoir travailler sur la question de notre logistique et d'avoir une logistique plus économe en carbone et faire en sorte qu'on ait moins d'impact là-dessus. C'est vrai qu'on n'arrive pas encore pour l'instant à pouvoir avoir un impact suffisant, même si ça fait partie d'une ambition qui est renouvelée chaque année et de voir comment on peut décarboner notre flotte de véhicules. Mais voilà, c'est des éléments on a toujours cet aiguillon qui revient et ça nous permet d'être toujours performant et ne pas oublier cette finalité. Voilà, merci. C'était donc en conclusion la parole des acteurs qui font bouger les choses sur le terrain. Merci à tous. On ouvre la séance de questions avec pas mal de retard, mais j'espère qu'on aura le temps de répondre au principal. Merci à tous pour ces échanges et notamment cette table ronde. Donc, on a reçu effectivement plusieurs questions. Peut-être des premières questions qui concernent en fait le fonds FDNC SFS. Alors, peut-être 2 questions en une, notamment une question concernant le rendement
donc sur le retour sur investissement attendu sur les investissements du fonds FDNC SFS. Et puis une deuxième question également sur la question de la sélection des projets du fonds et qui sont les prescripteurs sur le terrain. D'accord. Alors on va parler du rendement parce que c'est des choses finalement qu'on a traitées au fil de l'eau en fait, en donnant cet objectif de 3% pour le portefeuille et effectivement du coup avec un équilibre qui se fait par Quadia entre des sociétés plus matures et d'autres beaucoup plus risquées. D'accord. Par contre, je vais laisser peut-être Guilhem parler sur la sélection des projets. Ouais, merci. Donc effectivement, alors on source nos projets à travers plusieurs canaux. Aujourd'hui, on les source à la fois à travers Quadia, qui dans son univers interagit avec beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises qui sont en recherche de financement, et nous-mêmes à la Fondation Carasso, même si on est moins impliqué historiquement dans le domaine entrepreneurial, on commence aujourd'hui à voir soit des projets qui ont bénéficié de subventions et qui ont cette trajectoire vers l'univers for profit, comme Boussole par exemple, soit parce qu'on croise des jeunes entreprises qui nous intéressent. On est en train de diversifier ce sourcing et par exemple, on va à partir de mi-décembre ouvrir un appel à projet Nourrir l'avenir qui d'habitude est dédié au secteur associatif et à la recherche, donc aux structures éligibles au mécénat, et on va l'ouvrir également au secteur des entreprises pour qu'elles puissent bénéficier d'investissements dans le cadre de cette même intention qui est finalement d'identifier des solutions sur des sujets émergents. Donc cet appel à projet sortira le 15 décembre, je vous invite si vous souhaitez à le parcourir. Donc on a un sourcing diversifié. La sélection ensuite, eh bien, elle se fait en croisant finalement les analyses de Quadia et de la Fondation sur la base des critères qu'on établit avec Quadia et qui nous permet de mettre en parallèle l'impact social et environnemental et, on va dire, les perspectives de rentabilité financière. Et dans le cadre d'un comité d'impact investing, c'est une sélection, on va dire, sur la base de l'addition de ces deux analyses et qui va nous amener à proposer à aller sur l'investissement ou pas. Donc, ça ressemble à un jury en comité de décision, on va dire un comité d'investissement assez classique avec du coup des compétences variées autour de la table. Merci Marion. D'autres questions? Oui, alors on a des questions également, donc toujours sur cette question du fonds, notamment pour savoir, alors plutôt par rapport à notre budget en fait, pour savoir si au regard en fait de la qualité des projets, etc., le budget alloué semble suffisant pour l'impact investing. Et puis également, si on veut vraiment être ambitieux en matière de transition agricole et alimentaire, voilà, savoir également si le montant annuel d'impact investing que nous avons est suffisant, quel serait le budget idéal pour pouvoir agir. Je vais répondre. Oui, je vais répondre. On a oublié de préciser que le fonds actuel donc, est de 5 millions d'euros, ce qui est très modeste hein, au regard des fonds dédiés. C'est vraiment, et d'ailleurs, on remercie encore Quadia d'avoir accepté un fonds si modeste de créer une poche dédiée. En fait, cette question, il y a deux réponses. Il est évident que si on veut transformer le système, et Guillaume l'a rappelé, il faut embarquer le monde, j'ai envie de dire, de la production et des IA, hein, des industries agroalimentaires dans son ensemble. C'est vrai que là, on parlerait, on n'est même pas un nain, on est une fourmi au regard des enjeux. Ceci étant dit, il y a parfois des modèles dans lesquels on investit qui sont tellement disruptifs qu'ils arrivent à faire bouger les lignes. Alors, nous, on n'a pas investi dedans, mais je vais prendre un exemple en dehors de nos portefeuilles. Donc, vous voyez, c'est Yuka, c'est ça. Hein, vous savez, c'était cette application qui permettait, dans les magasins, avec un espèce de scan là, de QR code, de tout de suite de savoir quels étaient les apports nutritionnels de tel ou tel produit. Ben, je me rappelle d'une une du magazine LSA qui disait Yuka, cette application qui fait trembler la grande distribution. Idem, le Nutri-Score, qui a fait changer également les pratiques. Donc parfois, alors Nutri-Score, ce n'est pas une entreprise, c'est autre chose, mais parfois, il faut des petites choses un peu disruptives pour faire bouger le système. Alors nous, on a investi à travers Quadia dans une entreprise qui est totalement disruptive. On espère qu'elle va faire bouger le marché. Je crois qu'elle commence déjà, c'est Pool House.
hein, le premier œuf qui ne tue pas la poule, et qui apporte une nouvelle, vous savez, la notion de bien-être animal qui commence à monter sérieusement, les questions bien sûr du bio qui sont plus connues, et tout ça. Et c'est ce type de solution, parfois, des petites entreprises qui a à faire bouger. C'est un peu David contre Goliath, mais parfois ça marche. Voilà, donc nous, on espère investir dans beaucoup de ces petites pépites qui feront bouger le système. Si je peux me permettre juste un petit complément, il y a à la fois, on parle de volume, mais il y a aussi une question importante qui est le positionnement de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a dans le paysage de l'investissement, il y a un manque important sur des financements en phase d'amorçage. Et donc, toutes ces phases très risquées dont parlait Marie-Stéphane en introduction et qui sont aujourd'hui des phases clés pour justement l'émergence de solutions disruptives. Donc voilà, c'est sur ce type d'approche qu'on est en train d'évoluer. D'ailleurs, il y avait une question, je crois, sur la venture philanthropie. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'ai appelé ça de l'amorçage. Je crois que d'aucuns appellent la venture philanthropie. C'est ça l'idée. Hein. C'est bien pour nous maintenant en 2021, c'est de créer un fonds qui arrive à ce niveau-là, d'être un peu genre business angel, où on sait qu'on prend des risques, mais on les prend que mécène également, et qui travaille sur ce continuum entre le don, l'amorçage, je ne sais pas si c'est la venture philanthropie ou pas, et ensuite du capital développement à l'échelle de l'ESS, et aussi des investissements plus classiques, mais quand même à impact dans les autres poches dont on vous a parlé tout à l'heure, Emery et Durable. Oui, et puis sur le rendement financier, Aymeric le précisait, et c'est d'ailleurs une des questions pour laquelle Quadia a été retenu, c'est que le portefeuille mélange en fait des investissements en capital et des investissements en dette, d'accord? Et notamment, Quadia a une capacité à structurer des outils de dette qui sont particulièrement adaptés pour les acteurs de l'ESS, où souvent il est compliqué d'investir du capital classique. Marion ? Oui, nous avons une question aussi sur le statut juridique de la Fondation Carasso. Est-ce que la Fondation a dû changer de statut du fait de travailler également sur les modalités de l'impact investing? Est-ce que ça a changé quelque chose d'un point de vue juridique pour la Fondation? Non, pas du tout. On est une fondation sous égide de la Fondation de France, qui elle-même est une FRUP. La seule, alors, il faudrait que le directeur financier de la Fondation de France soit là, mais la seule évolution, je crois, récente, qui remonte déjà à quelques années, c'était la possibilité pour la Fondation de France de pouvoir investir, je crois, en direct dans des entreprises, modalité donc, qui est statutaire, qui a été faite il y a quelques années et qui nous a permis du coup de prendre une participation directe dans Educarté. Je crois que c'est la seule solution. Alors, je ne me rappelle pas quel code du code général, je ne sais plus, de la concurrence. Si peut-être Marion et Laure, vous pouvez partager l'étude du Centre français des fondations et du Lab, en fait, et donner le lien qui couvre effectivement le problème juridique. Et en fait, il y a un espèce de mythe, effectivement, selon lequel les fondations devraient être extrêmement prudentes et qu'il y aurait énormément d'investissements auxquels elles n'auraient pas accès. Et c'est tout à fait un mythe, en fait. Une analyse un peu poussée qu'on a fait dans cette étude montre que tout est accessible et qu'effectivement, on peut investir en direct au capital de PME, investir dans des fonds. Donc, il y a vraiment très, très peu de choses qui sont inaccessibles. Et en tout cas, l'accès à la plupart des investissements à impact est de ce fait autorisé. Et voilà, je vous renvoie. Et effectivement, le point sur la Fondation de France était un point spécifique à la Fondation de France qui, dans une approche qu'elle a longtemps voulu prudente, effectivement, s'interdisait d'être au capital d'une entreprise. Ce que voilà, nous ne faisons pas, c'est contrôler, en fait. C'est être majoritaire et contrôler. Tout à fait. Merci Gaspard. Donc, vous avez le lien effectivement dans le chat sur l'étude. Peut-être une dernière question assez précise pour savoir ce que vous pensez du fonds Foodtech Astanor qui lance 250 millions d'investissements impact avec des rendements attendus assez surprenants pour un fonds à impact. Alors, Aymeric et moi sourions, parce que je pense que lui connaît très bien le sujet. Je vais en dire quelques mots, puis je le laisserai commenter. Effectivement, Astanor, c'est un fonds qui est monté par Éric Archambault, qui est un grand du private equity et pas seulement français, en fait, et qui se trouve avoir aussi une longue histoire avec Quadia, qu'Aymeric vous décrira. Là, je crois qu'effectivement, il faut voir qu'avec Astanor, et c'est dit d'ailleurs dans la question, on est vraiment sur des logiques food tech très internationales. Donc, on est sur des startups qui vont se donner très peu de contraintes sociales, je dirais, telles qu'on les a dans le portefeuille,
et les rendements sont des rendements classiques, effectivement, du private equity, qui ne sont pas du tout, nous, ce qu'on va rechercher dans ce fonds dédié, mais qui, par contre, pourraient tout à fait être comparables avec un fonds comme le fonds Aquaspark dont vous a parlé brièvement Marie-Stéphane. C'est-à-dire que le pari, c'est que ce sont des PME technologiques avec des solutions durables pour la planète et qui, de ce fait, finalement, vont être les gagnants de demain et qui vont voir leur technologie adoptée par les grandes industries et la plupart des grands clients et donneurs d'ordre. Oui, je crois que c'est un point important, en fait, cette notion d'impact. La manière dont on l'a abordé à la Fondation Carasso, et c'est notre choix, et s'il y a d'autres idées, ça n'a aucun problème. C'est-à-dire chacun a sa perception, c'est que nous, ce qui est notre moteur, c'est vraiment notre théorie de changement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche en tant que fondation sur cette transformation, en particulier alimentaire. Et de facto, l'ensemble des acteurs sont impliqués, les marchands, les non-marchands, enfin, et pour nous, l'impact, c'est tous ces acteurs qui vont concourir à cette transformation. C'est la raison pour laquelle on considère un investissement impact dans un fonds comme effectivement Aquaspark, qui est un fonds qui promet des rentabilités classiques de fonds de private equity, mais dont les entreprises apportent de véritables solutions, et particulièrement dans l'aquaculture, qui Guillaume pourra en témoigner mieux que moi, est totalement dévastateur en termes en particulier d'effets environnementaux. Donc ce sont vraiment des solutions disruptives. Il se trouve qu'ils sont portés par des acteurs qui ne sont pas du tout dans le champ de l'ESS. Pour autant, pour nous, il y a de l'impact, et pour autant, cet impact qu'on peut mesurer. Voilà, donc c'est important de le préciser. Ce n'est pas uniquement là ce qu'on vous raconte. On est plutôt dans le domaine effectivement de l'ESS, hein, donc c'est pour ça que c'est notre poche dite PRI, où finalement on va vraiment chercher, travailler sur l'impact, mais dans nos autres poches, et même globalement, je dirais au niveau du portefeuille de la Fondation, on va aussi aller chercher les actifs plus classiques, mais qui proposent des vraies solutions sur l'impact et la production. Marion, Aymeric, tu veux intervenir sur Astanor, mais sinon je crois qu'il y a une fondation, une question spécifique pour la fondation qui vient de tomber. Oui, Il faut juste peut-être que je précise une chose, puisque Éric Archambault, avec Quadia, est dans notre board. Donc, on travaille ensemble sur différents sujets et on a des investissements en commun, puisque Quadia, on a également des portefeuilles plus private equity, et Marie-Stéphane parlait de Régénéro, on a des objectifs entre 8 et 10% aussi d'investissement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, et vous l'avez tous dit, c'est comment vous définissez le type d'entreprise dans lesquelles vous investissez. Dès que vous mettez de la tech, et quand vous êtes donc venture capital, donc assez proche dans le début de l'implémentation de la solution que la société tech veut mettre en place, il y a un effet démultiplicatif qui est extrêmement important et qui explique ce type de performance. Donc, bien insister que ce n'est pas parce qu'on fait de l'impact qu'on ne peut pas avoir 10%. C'est le fameux filtrage ou le cahier des charges qui va être donné au fond qui fait que les rendements vont être plus ou moins atteignables à ce niveau-là. Mais voilà un complément de réponse. Alors, on a donc une dernière question, donc peut-être pour Marie-Stéphane et Guillaume, concernant les projets d'associations soutenus par la Fondation qui se développeraient et qui, au bout de plusieurs années, voudraient passer vers un statut marchand. Quel est le type d'accompagnement, de conseil que peut proposer la Fondation pour accompagner cette évolution d'orientation? Guillaume, je te laisse répondre. Ouais. Donc effectivement, on développe depuis maintenant de nombreuses années un ensemble d'outils d'accompagnement qu'on met à disposition de nos partenaires. Donc le type d'outil va dépendre aussi du type de partenariat qu'on va avoir avec l'opérateur de terrain. On va de l'accompagnement personnalisé très appuyé pour des partenaires vraiment stratégiques de la Fondation qui vont impliquer des accompagnements de plusieurs mois avec beaucoup de compétences qui peuvent avoir trait à la modélisation économique, au changement de statut, à la réflexion autour de nouvelles gouvernances et à des accompagnements plus peut-être moins importants pour des partenaires moins proches de la Fondation. Donc effectivement, on a déjà mené ce type d'accompagnement. Je peux vous en citer un que j'ai en mémoire comme ça. Le kiosque paysan, qui a un projet qu'on a identifié dans un appel à projet, qui est une expérimentation qu'on suit autour de Nantes et qu'on a accompagné via un de nos partenaires qui s'appelle ECTI. Donc, il s'agit d'un réseau de bénévoles à l'échelle nationale et qui a travaillé sur le modèle économique et les types de besoins pour structurer finalement
un futur modèle économique pérenne avec une activité marchande. Donc, je crois qu'ils se tournent vers une SIC, en l'occurrence. Et on a pu accompagner comme ça quelques porteurs de projets qui étaient sur cette trajectoire. Mais pour nous, on propose des accompagnements sur énormément de thèmes. C'est très varié. Ce type d'accompagnement fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Très bien. Eh ben, merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Peut-être vous préciser avant de passer la parole à Marie-Stéphane pour le mot de la fin, que évidemment, vous pourrez retrouver l'ensemble de ce webinaire sur nos réseaux prochainement. Et voilà, donc je laisse la parole à Marie-Stéphane. On espère que les informations partagées vous auront été utiles. Merci beaucoup Marion. Écoutez, je voudrais vous remercier, déjà remercier les intervenants pour leur participation et leur témoignage, pour donner un petit peu de chair à cette démarche, à ce voyage dont je vous ai parlé. J'espère qu'il aura été inspirant et concret, puisqu'on est rentré vraiment dans la boutique de manière un petit peu fine. En tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'était possible, qu'on pouvait tout à fait être d'impact investing, que ce soit à la fois rentable et puis surtout possible dans un chemin, encore une fois, de cohérence entre sa mission sociale et ses investissements. Je crois que c'est surtout ça le message qu'on voulait vous faire passer. Et puis, je vous remercie également d'avoir assisté. Je suis désolée, on a dépassé un petit peu le temps. En général, c'est de tenir les webinaires sur 1 heure parce que tout le monde est fatigué de Zoom. Mais écoutez, merci d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Et je vous renvoie pour beaucoup plus de détails et d'informations au rapport d'investissement impact qui est disponible sur notre site et je crois qu'il a été mis dans le chat. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis merci, pardonnez-moi, un petit merci aussi appuyé au Centre français des fondations et à Laure en particulier qui a manœuvré pour pouvoir rendre possible ce webinaire. Merci à Gaspard et merci aux intervenants. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.